Présenter le fonctionnement interne pour mieux comprendre ce qui se passe derrière, pas pour nécessairement que vous soyez capable tout à l'heure de recréer un modèle de langage chez vous, mais que vous compreniez ce qu'un modèle est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et donc que vous soyez en mesure, quand vous faites appel à lui, par exemple, de mieux comprendre pour quelles raisons il répond ce qu'il vous répond. Et donc, qu'est-ce qui peut amener aussi le modèle à vous dire n'importe quoi dans certaines situations, qu'est-ce qu'il est vraiment, littéralement capable de faire ou non. Et ce qui permet de répondre à ça, c'est de comprendre comment il fonctionne sous le capot. Alors, donc, un nouveau nom. Allô, allô. ChatGPT, c'est un modèle de langage. Je vais commencer par définir ce que c'est que c'est. Donc je pense que la deuxième partie de cette définition, vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Hein, vous utilisez régulièrement le langage normalement chez vous. Le but de cette première partie, ça va être donc de définir le mot modèle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est n'importe quel objet on va partir de n'importe quel objet. Alors il y a des physiciens qui vont froncer les yeux peut-être au premier rang là parce que j'ai simplifié un peu les choses, mais l'idée de modéliser un objet, c'est de partir d'un objet réel. Donc là par exemple j'ai un bateau, j'ai l'île de la Réunion, et on va essayer d'en reproduire tout ou une partie des caractéristiques de manière à pouvoir donc soit simplement le décrire, là, par exemple dans le cas du modèle de bateau, soit imiter le comportement de l'objet, éventuellement expliquer son comportement en simplifiant certaines choses pour pouvoir mieux réaliser ce qui se passe, et dans certains cas, je vais donner des exemples tout de suite, prédire aussi le comportement d'un phénomène physique, comme par exemple, là j'ai ces deux exemples-là qui correspondent plutôt à une représentation simplement. Je veux savoir ce qui se passe dans le réel en le représentant de manière un peu simplifiée. Donc je ne vais pas chercher à tout reproduire. Là, sur le plan que j'ai là, évidemment, je n'ai pas tous les détails de l'île de la Réunion, mais j'ai une grosse partie des informations qui pourraient être utiles. Deux autres exemples qui sont plus des modèles mathématiques. D'une part, le phénomène physique d'un lancer d'objet, ici le lancer de javelot, je peux le représenter avec des équations de physique. Pour le coup, si je connais la gravité, que je connais la force avec laquelle, la vitesse avec laquelle l'objet a été lancé initialement, je suis capable de prédire sa trajectoire. Donc le modèle, c'est l'ensemble des lois qui me permettent de faire ça. Dans le cas de ChatGPT, je vais partir d'une observation du monde réel qui est le langage, donc, et le but va être de faire une représentation de cette chose-là, et de manière à pouvoir, donc là on pense principalement à ce deuxième point, imiter ce que c'est finalement que parler, qu'une conversation, que écrire un livre, ce genre de choses. Au passage, je réutiliserai ce symbole, c'est le logo de ChatGPT, donc un des modèles de langage qui existent. Évidemment, il y en a bien d'autres, c'est le plus connu, c'est pour ça que j'utilise celui-là ici. Donc concrètement, que fait ChatGPT? Ça se résume en une phrase comme celle-ci. Si vous devez retenir une seule chose, c'est exactement ça que fait ChatGPT. Il ne fait que prédire le mot suivant. Donc si je lui donne cette... il va me répondre phrase pour dire c'est ainsi que je peux compléter ce texte. Donc, tout simplement prédire le prochain mot. Alors le reste de la discussion... Test, oui c'est bon. Le reste de la discussion, ça va être donc de comprendre comment est-ce qu'il fait pour prédire ce mot. Et comment il fait pour, à partir de ce qui semble un peu trop simple par rapport à ce que vous observez, parce que quand vous utilisez ChatGPT, c'est pas ça que vous voyez. Vous, ce que vous voyez, c'est qu'il vous répond. Comment il fait ça? Simplement, si je lui donne un début de phrase, donc là par exemple « il », et je lui dis de prédire le prochain mot, peut-être qu'il va me répondre « était ». Et je peux rajouter ce mot « était » à la phrase que je lui ai donnée au début. Donc maintenant, je vais lui donner
il était. Et je lui demande à nouveau de prédire le prochain mot. Donc ça c'est un phénomène, c'est ce qui se passe sous le capot, vous ne le voyez pas quand vous l'utilisez. Vous en voyez une partie parce que vous voyez bien que les mots apparaissent un à un quand vous utilisez ChatGPT. Donc c'est ça qui se passe. Une fois qu'il a prédit le mot « était », le logiciel va lui redonner l'ensemble « il était » et il prédit le prochain mot, qui va être par exemple dans ce cas-là une, et ainsi de suite. Il était une, je lui redemande, il va me répondre fois, et je peux itérer comme ça, et là je risque d'avoir une histoire de conte de fées probablement, qui va sortir à la fin. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que le plus important à comprendre dans le fonctionnement de ChatGPT, c'est comment est-ce qu'ils vont faire à partir d'un début de phrase pour obtenir le mot suivant. Et si on sait faire ça, on sait construire des textes aussi longs qu'on veut, et on parlera après de comment, à partir de ça, on peut aussi, du coup, construire un robot qui répond à des questions et ce genre de choses. Ce sera dans un second temps. Je réalise. Histoire de surveiller un peu le temps, je vais me mettre un chrono. Donc, on a cette phrase-là. Comment est-ce qu'on fait pour construire un modèle, donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un modèle, qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui, à partir d'une phrase, est capable de prédire le mot suivant. On va commencer par parler de machine learning et on va revenir un peu aux bases du machine learning, parce que c'est vraiment des phénomènes que finalement vous avez sans doute, pour la majeure partie d'entre vous, vu au lycée. Le machine learning, quand vous avez fait des régressions linéaires, pour ceux à qui ça parle encore, au lycée, vous faisiez du machine learning. Je prends cet exemple où j'ai pris un ensemble de points qui représentent, chaque point ici représente un immeuble. Donc j'ai la hauteur de l'immeuble que j'affiche ici et le nombre d'habitants dans l'immeuble que j'affiche là. Donc j'ai pris des grands immeubles, c'est cet exemple un peu jouet que j'ai là, mais si je regarde par exemple ce point-ci, ce qu'il représente, c'est que cet immeuble-là fait 80 mètres de haut et il contient 350 habitants. Donc j'ai tous ces points, chaque point qui représente un immeuble, et la question que je me pose à partir de cette observation, c'est est-ce que je suis capable de prédire, évidemment avec le moins d'approximation possible, mais je ne pourrais pas le prédire avec certitude, combien il y a d'habitants dans un immeuble qui fait 80 mètres de haut. La première chose que je vais faire, et c'est là que se cache le gros du machine learning, c'est je commence par tracer une courbe qui ressemble le plus possible à mon nuage de points. Donc là, on a l'impression globalement que, pour l'instant, je ne cherche pas à comprendre comment je trace sa courbe, je cherche juste à dire elle ressemble à ce nuage de points, au sens où, quand on a des hauteurs assez faibles, eh ben, on a assez peu d'habitants. Quand on a une hauteur plus élevée de l'immeuble, on a tendance à avoir plus d'habitants. Je pense que personne n'est surpris dans la salle. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux répondre à ma question. Je vais partir de la ligne des 80 mètres, là, ici, et je veux savoir combien il y a d'habitants. Bah, je fais simplement le lien entre les chiffres des 80 mètres et ma courbe, qui approxime le mieux possible l'ensemble de mes immeubles. Et ce que je constate, c'est que ce que prédit ce modèle-ci, c'est qu'on a environ 241 habitants dans un immeuble de 80 mètres. Là, ça paraît peut-être un peu fumeux parce qu'en fait, on ne voit pas en quoi cette courbe est proche de tous les points. Là, on a l'impression que ce point-là n'a rien à voir avec la courbe, celui-là non plus, de ce côté-là, il y a aussi des erreurs. Donc, peut-être que ce que ça cache, c'est qu'en fait, j'ai pas assez d'informations ici. Alors, attention, ça bouge. Si je rajoute une information, là, j'ai tracé exactement le même nuage de points, mais j'ai en plus ajouté la surface de chaque étage. Donc ça veut dire que le point qui est là, il correspond à un immeuble d'une hauteur de 70 mètres carrés environ, de 70 mètres, pardon, et à une surface de 30 mètres, donc 30 mètres carrés. Donc c'est un immeuble plutôt très effilé. Et à l'inverse, si je prends par exemple ce point-là, on voit qu'il correspond à une hauteur assez élevée, 100 mètres carrés, et une très grande surface également. Et la hauteur sur mon graphique, là, correspond au nombre d'habitants. Et ce qu'on voit, c'est que là, on arrive à imiter assez précisément
avec non plus une ligne comme avant, une droite, mais avec cette surface plane, on arrive à se rapprocher assez précisément de tous les points de mon ensemble d'immeubles. Et donc là, je peux être beaucoup plus précis si je sais ces deux informations et plus seulement la hauteur de l'immeuble. Je suis capable de... plus seulement la hauteur de l'immeuble, mais donc aussi la surface. Je peux faire une prédiction qui est sans doute plus précise, de 275 habitants en l'occurrence. Donc là, je vais regarder la hauteur de ce point-là par rapport au repère que j'ai ici. Donc évidemment, la question après, c'est à quoi ça nous avance quand on parle de langage. Le rapport avec ce dont on parlait jusque-là, donc je vais commencer par simplifier beaucoup, et on va imaginer qu'on peut, de la même façon qu'on représentait toutes les hauteurs possibles d'un immeuble sur une droite, on va représenter tous les débuts de phrases possibles sur une droite. Alors cette droite pour l'instant, elle va pas avoir beaucoup de sens, mais on va de manière un peu arbitraire, on va placer des points. Donc par exemple, j'ai le début de phrase « il était une » que je vais faire correspondre avec le mot « fois », du coup. Donc à chaque fois, je fais correspondre un début de phrase avec le mot qui va suivre. Et je continue, donc les mathématiques, c'est vraiment... Le mot suivant est évidemment fantastique. Je peux continuer comme ça, et donc là j'ai quelques exemples, comment réussir un rougail saucisse, 2 plus 2 égale 4. Donc je me retrouve avec quelques points ici, et imaginons pour l'instant que je sois capable de tracer de la même façon qu'avant une courbe qui passe par tous ces points, et par tous ceux que je ne vois pas, parce qu'il y a évidemment il y a beaucoup plus de phrases, de début de phrases que ça, il y en a une infinité de phrases possibles. Donc ce que j'imagine là pour l'instant, c'est que je suis capable quand même de tracer cette courbe qui passe par tous les points et par tous ceux que je ne vois pas. Et donc si je suis capable de faire cette courbe, et ça va être la suite du problème, je suis capable de prédire, de la même façon que tout à l'heure, le mot suivant. C'est-à-dire que si je pars de la phrase « après la pluie viendra le mot », j'ai juste besoin de placer ce mot sur ma droite. Donc, comment on fait maintenant pour passer de ce nuage de points, là on a nos immeubles, là on a nos phrases qui sont liées au mot suivant. Le but va être, à partir de ça, de passer à la version avec notre droite dans ce cas-là, la courbe ici qui passe par tous les points possibles, de manière à effectivement capturer aussi les points qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire que là, je voudrais que après la pluie viendra le beau, je voudrais obtenir le mot temps si j'ai trouvé la bonne courbe. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est l'essence du machine learning. On va commencer avec, j'ai pris un autre exemple ici qui correspond à la température globale sur la surface du globe, donc en fonction des années. J'ai mis un petit échantillon de 1920 à 2020 ici. Je vais essayer de trouver la courbe la plus proche. Donc, pour ça, on va se donner un modèle mathématique que je vais représenter par cette boîte qui a une entrée, une sortie et 2 boutons. Donc ces 2 boutons représentent deux nombres, des paramètres de la boîte, mais pour l'instant, vous pouvez retenir qu'on a juste 2 molettes. Et tant que je ne touche pas aux molettes, si je rentre un nombre ici, je récupérerai un autre nombre à la sortie. Mais si je touche aux molettes, le nombre de sorties va changer. C'est les paramètres du modèle, c'est ce qui me permet de modifier son comportement. Donc pour l'instant je pars de ce modèle, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur, mais ce que je sais c'est que je peux lui donner un nombre en entrée, donc je peux jouer avec les molettes, je peux lui donner un nombre en entrée, donc là je veux savoir, mettons, ce que mon modèle prédit pour l'année 1920, si je lui donne ce nombre en entrée, lui, dans ce cas-là, il va me répondre par exemple 0,60. Donc pour rappel, là c'est la température par rapport à la moyenne, peu importe par rapport à la moyenne sur ces années-là. On n'a pas besoin des détails. Ce que je constate, c'est que quand je donne 1920 à mon modèle, il me répond
0,60. Donc ça veut dire qu'il lui prédit un point qui serait, je regarde 1920, il me prédit un point qui serait par là. Donc on sait déjà que pour l'instant il raconte probablement n'importe quoi. Le but va être d'améliorer ça. Donc je place pour l'instant ce point qui correspond à 1920. On prédit que la température était 0,6 à plus 0,6 par rapport à la moyenne sur les 3 décennies ici. Donc je peux répéter cette expérience-là en changeant les années. Donc si maintenant je mets 1940, peut-être que mon modèle va me répondre un autre nombre. Je peux placer exactement de la même façon un autre point. Donc 0,52, ça veut dire qu'on est par ici, 1940, donc je rajoute un point ici. Et je peux continuer à itérer là-dessus. Je vais encore faire un autre essai 1960, 0,44. J'ai encore un point là, vous avez peut-être deviné la suite, du coup si je continue, je vais obtenir des points dans un axe comme ça, parce qu'en fait mon modèle prédit une droite là. Et donc si plutôt que de faire tous les points un par un, je fais plein de points d'un coup, je vais la voir, cette droite, elle est ici. Et je vois bien qu'elle ne correspond pas à ce que je cherchais à modéliser. Donc mon modèle là est très peu réaliste. On n'approche pas du tout les points, et ça je peux le quantifier. Pour le quantifier, je vais regarder la distance de chaque point avec ce que prédit mon modèle. Donc là, pas besoin de savoir exactement comment c'est calculé ici, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais ce que je constate, c'est que j'ai une pénalité qui correspond qui augmente quand les longueurs bleues augmentent, qui là est de 8,45. Alors ça ne me dit pas grand chose un nombre comme ça, mais ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est de réduire cette pénalité le plus possible. Je veux faire en sorte que cette droite soit la plus proche de mes points verts. Comment je vais faire ça ? Je vais commencer à toucher à mes molettes. Ça y est, là j'ai ces deux boutons-là auxquels je n'ai pas encore touché. Et ce que je vais essayer de faire, c'est je prends la molette de gauche et je vais très légèrement la décaler vers le haut là. Parce que je constate, vous avez en pointillé l'ancienne version, hein, on était là, pardon, on était ici, et donc en décalant, je monte toute ma droite, et donc je me retrouve avec une autre pénalité qui a augmenté. J'étais à 8 quelque chose, et là je suis maintenant à une plus grosse pénalité. Vous voyez que la droite est un peu plus loin, parce qu'elle s'est éloignée de la majorité des points qui sont là. Donc, ce que je retiens, c'est là, bouger un peu de ce côté-là, ça n'a pas c'est une mauvaise idée parce que je m'éloigne de mon but. En revanche, si j'essaye de bouger dans l'autre sens ici, un peu vers le bas, ce que je vois, c'est que ma pénalité diminue cette fois-ci. J'étais à 8 quelque chose, je suis passé à 7 quelque chose là, et en passant un peu plus vers le bas, parce que je me suis rapproché effectivement de la majorité des points. Donc, ce que je vais retenir maintenant, c'est que cette molette, il faut que je la décale un peu vers la gauche. Je fais pareil avec l'autre molette. Donc je fais mes tests aussi ici. Si je la décale un peu vers la droite, j'obtiens la droite qui est en gras. En pointillé, c'est l'ancienne version. Donc, en décalant vers la droite, je regarde ma pénalité. Elle a légèrement diminué, parce que pour rappel, on partait de 8,45 ici. Alors, et du coup, pardon, je reviens dans mon sens. Donc là, on est à 7,39 si je tourne la molette ici vers la droite. Vous voyez, hein, la flèche noire indique la position initiale. J'ai un peu décalé ma molette comme ça. Et donc, a priori, se décaler vers la droite, c'est une bonne idée. Dans le doute, je vérifie ce qui se passe si je me décale vers la gauche. Et effectivement, là, la pénalité augmente. On a empiré les choses. Donc ça veut dire, ce que je retiens, c'est qu'il faut décaler cette molette un peu vers la gauche, décaler cette molette un peu vers la droite. Là, ce que je viens de faire sans le dire, est-ce qu'il y en a qui voient à quelle notion mathématique ça correspond? C'est la dérivation, simplement. Donc ça, vous en avez entendu parler. Peut-être que certains en ont fait des cauchemars, mais finalement, c'est juste ça. La dérivation, c'est je regarde mon modèle comme une fonction. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est juste, mais vous l'avez sans doute remarqué. Je regarde mon modèle comme une fonction. Qu'est-ce qui se passe si je change un tout petit peu tel paramètre ou tel autre paramètre de mon modèle? Donc, on peut oublier ce que j'ai raconté sur les dérivations, on reste sur les molettes. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en bougeant un peu ma molette de gauche vers la gauche, celle de droite vers la droite, j'améliore le résultat de mon modèle. Et bien, je vais faire ça. Donc, j'obtiens
maintenant que j'ai bougé les deux molettes, j'obtiens cette nouvelle droite. Et j'ai une pénalité encore plus faible que tout ce que j'ai vu jusque-là. Et je vais continuer. Tant que ça marche, tant que j'arrive à baisser la pénalité, je réitère ce procédé. Et donc je vais obtenir encore un peu mieux. Là, je suis passé à 5 quelque chose, alors que j'étais à 6 quelque chose. Et à la fin, au bout d'un certain nombre d'étapes, je vais continuer à essayer et je vais me rendre compte que la pénalité diminue plus ou quasiment plus. Et donc, c'est que je suis arrivé à l'axe le plus proche possible de tous mes points. Donc, à partir de là, ça y est, j'ai mon modèle. Et si je veux faire une prédiction, je peux maintenant, et elle va être relativement raisonnable. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que ici, on a un axe qui ressemble à tous les points. Donc, je peux supposer que probablement que si je me place par exemple ici en 2030, je vais avoir une approximation raisonnable de la température globale en 2030. Alors, le problème, c'est que je vous montrais qu'une partie zoomée des points de la température jusque-là. C'est-à-dire que si maintenant je prends... moi, ce que je vous montrais, c'était la fenêtre de 1920 à 2020 à peu près. Si je prends un peu plus large, et ben, ce que je vois, c'est que ça ressemble plus trop à une droite. Ces points-là, ils ont plus l'air d'être trop sur une droite. Donc, je vais simplement complexifier mon modèle. Si je rajoute une troisième molette, je suis capable de me rapprocher beaucoup plus de ces points-là. Polynôme de degré 2 pour ceux qui cherchent à se complexifier les choses. Donc, j'arrive maintenant à bien approximer, mais avec encore des choses assez peu cohérentes. Parce que pourquoi, là, en 1860, la température serait plus élevée? Donc on a encore un modèle un peu approximatif. Si je continue à augmenter mon modèle, donc à chaque fois que je change de modèle, je dois refaire tout le travail d'optimisation pour trouver la courbe rouge, hein, bien sûr. Mais tant pis, je le fais. Je réaugmente le nombre de molettes ici, et avec un modèle à 4 molettes, je peux faire quelque chose qui, sur cette fenêtre-là, ressemble quand même beaucoup au point que j'observe. Peut-être que ce modèle n'est pas parfait, je ne sais pas avec certitude que là, en 2050, on sera vraiment par ici. Globalement, les climatologues sont plutôt pessimistes de ce côté-là, mais on va laisser ce travail à eux et pas juste à un modèle aussi simpliste que celui-ci, parce qu'évidemment, les modèles de climatologie sont beaucoup plus complexes que ça. Et c'est pareil pour les modèles de langage. Donc là, maintenant, on repart sur cette courbe. Et globalement, à quoi va ressembler le modèle mathématique qui essaye de deviner, du coup, à partir d'une phrase, le mot suivant? De la même façon, c'est un truc qui a une entrée, une sortie et des molettes. Mais des molettes, il en a beaucoup. C'est quand vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre de ChatGPT qui a 100 milliards de paramètres, ou peut-être même un billion de paramètres, c'est-à-dire 1000 milliards, de l'ordre de grandeur est quelque part par là. Donc ce que je veux, un paramètre, c'est juste une molette. On est sur des choses assez compliquées, mais ce qu'il faut retenir en termes de principe, c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait là. On a des molettes qu'on peut ajuster pour aller faire en sorte que ce qu'on prédit ressemble à ce qu'on observe. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait maintenant avec ces 100 milliards de paramètres dans le cas des modèles proches de ChatGPT? Comment est-ce qu'on fait pour les organiser de manière un peu intelligente pour qu'ils prédisent réellement un prochain mot et pas qu'ils fassent n'importe quoi comme ce qu'on avait au début avec la courbe initiale par exemple. On a ces 100 milliards de paramètres, comment est-ce qu'on les range correctement du coup? Et pour comprendre ça, là il va falloir, on ne va plus écouter, il faut rentrer dans ce qui se passe réellement quand je donne une phrase à ChatGPT ou à un autre modèle de langage. Donc, première chose que le modèle va faire, je lui donne ce début de phrase, il commence par la découper. On la découpe en petits bouts, et chaque bout va être traité à peu près individuellement. Bien sûr, on va regarder aussi les relations qu'il y a entre eux, on va voir ça derrière. Mais on commence par découper. Au passage, il y a un petit mensonge dans cette partie-là, parce qu'en fait, la découpe est un peu plus complexe que découper mot par mot.
on oublie complètement ça. Je le dis juste pour que les puristes ne viennent pas m'embêter derrière. Pour la compréhension, ça ne change rien. On découpe mot par mot, là j'ai mis la virgule aussi à part, et en nombre. La première chose que fait le modèle, c'est ça, on associe une liste de nombres à chaque mot. Cette liste de nombres, elle doit représenter le sens du mot. Et je vais essayer de vous donner une intuition de ce qu'elle fait, du coup, en oubliant un peu ça, cette longue liste, et on va imaginer que le modèle n'utilise qu'une liste de 2 nombres pour chaque mot. Donc là, vous voyez que bonjour, je l'ai représenté par la liste de ces 2 nombres, 1,57 et 0,06. J'ai fait ça en utilisant un petit modèle similaire à ChatGPT. Et donc, à quoi correspondent ces 2 nombres? Je peux les visualiser, si je veux, en les plaçant sur 2 axes de 2 nombres. Ça me donne 2 coordonnées, je peux les placer. 1,57, il va être par ici, là, si je le place sur cet axe. Et 0,06, j'ai mon 0 qui est là, donc le 0,06, il va être par là. Donc, je peux placer le mot bonjour à cet endroit-là de mon dessin ici. Et je peux faire pareil pour chacun des autres mots. Là, donc j'ai fait exprès de ne pas prendre les mots que j'avais dans la phrase d'avant, parce que vous allez voir que ce qu'on cherche à voir, c'est comment les mots un peu similaires s'articulent dans cet espace. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, cet espace, il regroupe les mots qui ont des sens similaires. Donc là, les mots qui décrivent des personnes vont être dans un coin, alors que les 2 mots de salutation vont être de ce côté-là, à peu près regroupés. Et cet espace, il représente aussi des relations. C'est-à-dire que si je regarde le passage de fils à homme, c'est-à-dire quel chemin je dois prendre pour passer de fils à homme, pensez vecteur si vous savez ce que c'est qu'un vecteur, sinon on parle juste de quel chemin il me faut pour passer de fils à homme, et ce que je constate, c'est que c'est le même chemin, ou à très peu de choses près, pour passer de fille à femme, par exemple. Et de la même façon, dans l'autre sens, si je veux passer de fils à fille, donc le chemin qui passe juste du genre masculin au genre féminin, et ben c'est le même que le chemin qui passe de homme à femme. Ça vous donne une idée du rôle de cet espace de nombres. Ces nombres, la première chose que fait le modèle, c'est vraiment représentés par des nombres qui ont un sens. Il ne faut pas croire qu'au moment où je passe ça, je perds toute l'information. Je traduis vraiment le mot bonjour par quelque chose qui représente bonjour d'une façon que même les scientifiques qui développent ces modèles ont beaucoup de mal à comprendre. C'est-à-dire que là, on a une version simplifiée. Concrètement, ce qui se passe, c'est que on observe ces similarités dans les espaces, mais c'est pas par design. C'est le modèle qui va, pendant son entraînement, on en reparlera après, créer cette structure-là. Mais ce qu'on constate à la fin, c'est qu'on a des relations comme ça qui ont du sens. C'est-à-dire que passer du masculin au féminin, c'est souvent la même chose dans cet espace, par exemple. Donc c'est cette idée qu'il faudra garder en tête. Maintenant, je vous parlais d'un espace comme ça à 2 dimensions. En fait, il y a beaucoup plus de nombres, mais c'est pas la peine d'essayer de se représenter un espace à 1024 dimensions, par exemple. Donc je vais juste laisser les nombres ici. C'est cette idée de points et de relation entre les points qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Ces nombres-là, donc, capturent le sens de chaque mot. C'est vraiment ça, l'idée. Pour l'instant, je vais vous dire, je vais oublier ce qui se passe là. Il y a un truc très compliqué à partir de cette liste, de tous ces nombres-là qui se passent. On va revenir dessus derrière. Et derrière, ce qu'on obtient, c'est une liste de nombres. Et cette liste de nombres, elle est exactement de la même taille que le dictionnaire de mon langage. C'est-à-dire que je vais avoir exactement un nombre pour chaque mot. Et si je trie ça de manière à avoir en premier les plus gros nombres, en fait, ces nombres doivent correspondre à la probabilité que le mot suivant soit temps, par exemple. Donc là, ce modèle-là semble fonctionner un peu mieux.
que la probabilité que le prochain mot soit soleil, qui serait à peu près cohérent dans cette phrase-là, et ainsi de suite. Plus on descend, moins ça va être cohérent. Donc si le modèle s'est bien comporté, on aura effectivement en premier ici les mots les plus probables. On va pas forcément d'ailleurs toujours choisir le premier mot. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez déjà essayé de poser 2 fois la même question à ChatGPT, il ne vous aura pas donné la même réponse. Parce qu'en fait, si là il a un mot à 0,77, donc ça veut dire 77% de chance, mais là on a quand même soleil qui a 9,7% de chance, bah ça veut dire qu'à cet endroit-là, il a à peu près une chance sur 10 de choisir soleil. Donc ça va quand même arriver de temps en temps, et évidemment il y a ça à chaque mot. Donc il y a peu de chances qu'il vous donne le même choix pour chaque mot d'une réponse qu'en fait des centaines. Donc c'est pour ça que vous allez avoir ici, en posant 2 fois la même question à ChatGPT, des réponses différentes. Voilà pour... Donc là vous avez compris comment marchait ChatGPT. Évidemment, j'ai caché la partie la plus compliquée. On va essayer de rentrer un peu là-dedans. Et je vais faire de mon mieux. C'est évidemment la partie la plus complexe qu'il y a là. On va essayer de rentrer un peu dans ce que ça contient. Et c'est là qu'on va commencer à parler de réseau de neurones. Pour parler de réseau de neurones, on va commencer par parler de réseau de neurones en biologie. Pas parce que ça permet d'expliquer ChatGPT, mais parce que ça permet d'expliquer le raisonnement des gens qui ont créé ChatGPT. Vraiment, les réseaux de neurones les réseaux de neurones en informatique ont été créés en s'inspirant de la biologie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones en biologie? On va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un neurone. Je vais vous laisser 10 secondes pour retenir les éléments qu'il y a sur ce diagramme, et je vais vous demander de le remplir. Donc évidemment, ce qui nous intéresse, c'est juste ça. Un neurone, ça a une entrée, ça fait des calculs et ça a une sortie. Alors plus précisément, ça a plein d'entrées, ça a fait des calculs et ça a plein de sorties. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, on va avoir des connexions avec les sorties d'autres neurones. Donc, et de la même façon, ici, au niveau des sorties, les sorties, elles communiquent avec les entrées des autres neurones. Là, je mets de côté les neurones qui contrôlent vos muscles, parce que, évidemment, à la fin, il faut qu'il y ait une action. Pour l'instant, on oublie ça. On regarde comment les neurones communiquent entre eux. Donc, les neurones commencent avec une entrée, ils vont recevoir des messages de plein d'autres neurones, et à la fin, ils vont envoyer des messages à plein d'autres neurones. Donc, comment est-ce qu'ils font pour envoyer des messages? C'est assez simple, soit il est allumé, soit il est éteint, ce neurone. Donc soit il envoie un potentiel, soit il n'envoie pas de potentiel, pour ceux qui se rappellent de leur cours de biologie de lycée. Donc, ça veut dire que on va avoir ici, au niveau des sorties, toujours le même signal, c'est-à-dire que le neurone va décider de s'il envoie ou non un signal vers toutes ses sorties. Et comment il décide de s'il envoie un signal? Il regarde ses entrées et il les fait voter. C'est-à-dire qu'il y a plein de neurones qui lui envoient des informations. Il y a certains neurones qui lui envoient un signal disant « ne t'allume surtout pas ». Il y a des neurones qui lui envoient des informations en lui disant « allume-toi ». Et il va juste faire essentiellement un vote à la majorité parmi ces arrivées là ici. Et si les gens qui veulent qu'il s'allume gagnent, il enverra un signal à tout le monde ici. Si les gens qui veulent qu'il s'éteignent gagnent, il leur envoie simplement pas de signal. Et donc, c'est ce que j'ai là, certains vont voter pour, d'autres contre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour articuler des neurones dans le cerveau? Et là, j'espère qu'il n'y a pas de biologie dans la salle, parce que je vais commencer à beaucoup simplifier les choses. Mais ce qu'il faut s'imaginer, ce qu'on constate de manière, même si je fais des simplifications, on associe généralement à un chat, et tous ces neurones-là, du coup, vont voter pour un neurone qui correspond à « j'ai reconnu un chat », je suis en train de voir un chat. Et de la même façon, on peut avoir des neurones, donc tous ces neurones-là votent pour, on peut aussi avoir des neurones qui votent contre. Si je vois une langue qui pend,
Alors, peut-être que c'est quand même un chat, mais le plus souvent, c'est pas un chat. Donc, ce neurone-là, il va avoir tendance plutôt à voter contre l'allumage du neurone qui reconnaît un chat. Ça veut dire que, donc je vais noter en vert les neurones qui sont allumés et en rouge les neurones qui sont éteints. Et si je vois cette image de chat, ben je vois tous les attributs du chat, là, la tête un peu triangulaire aussi, les moustaches, je vois qu'il est mignon, ainsi de suite. Et je ne vois pas de lampe pendante. Donc là, il n'y a pas de doute. Tout le monde vote pour, et le seul qui aurait envie de voter contre, il est éteint. Donc il ne vote pas. Et s'éteindre, c'est s'abstenir. Et donc, on a le neurone chat qui va évidemment s'allumer. Et donc si à chaque fois que je vois un chat, je dis chat, et ben c'est parce que ce neurone-là va ensuite envoyer un message à mes muscles du visage et de la bouche pour que je puisse dire chat en voyant un chat. Ensuite, comme je disais, c'est un vote à majorité. Donc si je prends si par exemple dans cette image je ne suis pas capable de voir les pupilles du chat, bah, j'ai quand même tous les autres neurones qui s'allument. Donc ils vont quand même de loin gagner le vote de majorité. Donc dans ce cas-là, on a bien toujours le neurone de chat qui s'allume. Par contre, s'il y a suffisamment de neurones qui s'éteignent et qu'en plus il y a des neurones qui reconnaissent des choses qui sont clairement des attributs de pas un chat, et ben dans ce cas-là, donc là c'est ce petit symbole, c'est pour dire que ce neurone va voter contre. Hein. Donc dans ce cas-là, si j'ai plein de neurones qui votaient pour, qui s'éteignent, et en plus j'ai des neurones qui votent contre, qui s'allument, et ben je peux me retrouver dans une situation où le neurone global ne s'allume pas, donc je n'ai pas reconnu de chat. C'est cette idée-là qu'on va essayer de reproduire dans le langage derrière, avec les réseaux de neurones. Alors, on va avoir des problèmes vis-à-vis de ça, évidemment. Je vais essayer de reproduire la même chose, mais maintenant en repensant en termes de molettes. J'avais mes molettes de tout à l'heure, donc je vais dessiner un réseau de neurones qui est un peu complexe. Pour l'instant, je vais m'intéresser que à ce qui se passe autour de ce neurone. Ce qu'il faut penser, donc je mets ce schéma seulement pour pas oublier que un neurone, il fait partie d'un réseau, et donc il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en parallèle. Et là, je vais avoir un problème qui est que c'est pour l'instant le signal du neurone biologique que je vous ai présenté, il est binaire, c'est-à-dire soit on envoie un message, soit on n'envoie pas de message. C'est tout ce que peut faire un neurone biologique. Moi, j'ai besoin de mes molettes, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'essayais de trouver la bonne courbe qui se rapprochait le mieux possible de mes points, j'avais besoin d'être capable de tourner un tout petit peu mes molettes. Parce que c'est ça le principe de la dérivation. Encore une fois, oubliez le mot dérivation si vous n'êtes pas familier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça me permet de faire, cet objet mathématique, c'est regarder ce qui se passe quand je tourne à peine les molettes. Et donc, un interrupteur, je ne peux pas à peine le bouger. Soit il est allumé, soit il est éteint. Donc j'ai besoin de modifier un peu le modèle biologique pour avoir quelque chose qui est plus cohérent avec ce dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite faire mon jeu de molettes et donc à la fin trouver l'approximation la meilleure possible de ma courbe qui relie les phrases au mot suivant. Donc ça veut dire que je ne peux pas avoir un schéma comme ça avec un neurone qui dit je vote contre, un neurone qui dit je vote pour et un autre qui dit je vote pour. Si j'ai ça, je ne peux pas jouer sur comment ils votent de manière très subtile. Et c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que vote chaque neurone, c'est ça que je vais pouvoir changer dans mon modèle. Donc, à la place, on va modifier un peu comment marchent les... Donc je vais mettre une molette, et je vais mettre une molette sur chaque relation entre deux neurones. À chaque fois que j'ai un neurone qui touche un autre neurone, j'ai une molette. Et donc si la molette est poussée à fond vers le vert, ici, le neurone crie à l'autre neurone de s'allumer. Si la molette est poussée vers le rouge, il lui crie de s'éteindre. Évidemment, il ne peut crier que s'il est lui-même allumé. Si le neurone est éteint,
il n'envoie aucun signal, quelle que soit la valeur de la molette. Donc c'est cette idée qu'il faut garder en tête. Donc ça veut dire, et je peux, maintenant avec cette molette, je peux rajouter plus de subtilité, ou dans le cas où je mets la molette toujours du côté vert, mais à peu près à mi-chemin, il lui demande plus gentiment de s'allumer. Et il lui demande gentiment de s'éteindre quand elle est là. Et dans le cas extrême au milieu ici, il lui dit « je m'en fiche, même si je suis allumé, que je suis allumé ou éteint, mon vote ne compte pas, tu fais ce que tu veux ». Ça, on peut... Donc on va réintégrer ça maintenant, donc on peut le traduire par des nombres évidemment, et c'était le but, c'est-à-dire que notre molette évidemment, elle représente des nombres, parce qu'on a une continuité ici du point maximal au point minimal. Donc on peut dire que cette molette c'est x1, c'est-à-dire que on lui dit à 100% de s'allumer, en quelque sorte. Ici, là, on a une molette qui a -1, c'est-à-dire qu'elle lui dit, donc on lui dit à moins 100% de s'allumer, autrement dire, on lui dit à 100% de s'éteindre. Et ici, on va avoir à 50% en faveur de l'allumage, 50% en faveur de l'extinction. Et ici, quoi qu'on fasse, on dira jamais rien, on dira toujours 0 en réponse. On va replacer ça dans le schéma qu'on avait ici. Donc, mettons qu'ici, je décide de mettre la molette à -0,5. Donc ça veut dire éteins-toi, mais demandez relativement gentiment. La deuxième, je la mets à 1, donc plus 1. Donc là, on demande de s'allumer et on le demande fort. Et la troisième, pardon, on la met à fait comme tu veux. Ça veut dire que maintenant, donc on a ces valeurs-là qui sont les valeurs des relations entre les neurones. Évidemment, je vous parlais tout à l'heure de neurones allumés ou éteints. On a le même problème. Allumé ou éteint pour un neurone, je ne vais pas pouvoir voir ce qui se passe quand j'ai des tout petits changements. C'est juste, soit on est allumé, soit on est éteint. On ne peut pas être un tout petit peu allumé tant qu'on reste dans un mode de pensée binaire. Donc, j'oublie cette notion d'allumé ou éteint binaire, et à la place, je vais dire, je peux être 100% allumé, je peux être 100% éteint, je peux avoir des potentiels comme ça, positifs ou négatifs, et donc, pardon, donc c'est ce que j'ai, et il ne faut pas oublier que de toute façon c'est naturel d'avoir ça, parce que à la base, je rappelle juste que ce qu'on avait c'est quand même une liste de nombres, des listes de nombres, donc ici je vais avoir des neurones qui arrivent avec chacun une liste de nombres. Bon, bah pour décider de à quel point ce neurone-là va s'allumer, bah j'ai juste à faire les opérations, c'est-à-dire que ce neurone-là est allumé à 2 et il communique avec la force fois -0,5. Donc en fait, ce neurone-là va voter -1, 2 fois -0,5. Donc on a ici -1, 3 fois 1, donc lui il vote 3, donc -1 plus 3, on est à 2, et lui il vote -5 fois 0, donc il vote 0. Quelle que soit la valeur ici, ça ne changera rien pour ce neurone-là. Et donc, on avait -1 plus 3, on est à 2. Donc, c'est cette valeur-là que je vais mettre dans ce neurone. Et si vous avez compris ça, vous avez compris comment l'information se propage dans un réseau de neurones. On n'a plus qu'à rajouter des molettes absolument partout, qui correspondent donc à chaque fois à un nombre. Et là, maintenant, une fois que j'ai déterminé les positions de chacune des molettes, c'est-à-dire que sur chaque flèche, j'ai un nombre. Si je vous donne maintenant des nombres ici, bah vous pouvez les propager ici, en faisant les multiplications, puis dans la deuxième rangée et la troisième. Donc là, je vous ai déjà schématisé l'essentiel de ce qui se passe dans quelque chose qui ressemble à ChatGPT. En fait, vous avez... alors, il y a une subtilité. S'il y a des esprits un peu plus mathématiciens dans la salle, ils remarqueront peut-être qu'en fait, tout ça, on pourrait le compacter en une seule couche et qui serait équivalente. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait des choses un peu plus complexes en sortie de chaque couche pour éviter que ce compactage soit possible.
Oubliez ce que je viens de dire si vous n'avez pas une licence en algèbre linéaire. Et on continue. Donc, c'est ce que je disais là, on a des complications, on a des calculs supplémentaires qui vont arriver parfois à la fin d'une couche. Là, j'ai fait mes calculs pour ces valeurs-là, et en fait, je fais un petit calcul avant d'envoyer mes valeurs au neurone suivant. En plus de ça, on va parfois avoir des liaisons plus compliquées qui sautent un niveau, par exemple comme ici. On va avoir parfois certaines connexions qui sont désactivées. Donc là, j'ai grisé par exemple un certain nombre de connexions. En fait, on n'aura pas toujours entre deux couches toutes les connexions qui sont possibles. Mais l'idée reste la même. Au début, j'ai une très longue liste de nombres. À la fin, j'ai une autre liste de nombres qui était, vous vous souvenez, le dictionnaire avec les probabilités. Donc la structure, elle reste la même, la structure globale. Donc maintenant, avec ma dernière couche, le problème c'est qu'avec ce que j'ai fait, potentiellement qu'il y a des neurones qui ont des valeurs négatives. Donc il va falloir que je me débrouille avec cette dernière couche pour arriver à la liste de probabilités que j'avais tout à l'heure, avec le soleil qui était en premier à 0,77, le tout dernier mot du dictionnaire étant a priori proche de 0 de probabilité. Donc, première chose à faire, donc à la fin de la couche, là j'en avais représenté 3 dans mon dessin, mais en fait, la dernière couche de neurones ici, elle aura exactement un neurone égale un mot de mon dictionnaire pour m'aider à choisir lequel s'allume le plus fort. Et c'est vraiment ça que je vais regarder, c'est quel neurone à la fin s'allume le plus fort. Donc, si je les trie, là je les trie à peu près dans l'ordre du dictionnaire, mais c'est pas ce qui est intéressant, parce que ce que je veux, c'est aller voir lequel s'allume le plus fort. Donc je vais mettre en premier le neurone le plus allumé, et en dernier le moins allumé. Je veux juste traduire ça sous la forme d'une probabilité, et là, la façon dont je fais ça est finalement assez peu importante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, si ce nombre-là est maximal, ça va correspondre à la probabilité la plus élevée, et le mot ustion, là, correspondra à la probabilité la plus faible pour cette phrase-là de départ. Donc, pour les calculs, je les détaille en 30 secondes, vous avez le droit de vous endormir pour ces 30 secondes. On va simplement, mais ça reste peu compliqué finalement, hein, pour obtenir des nombres positifs. Est-ce qu'il y en a quand même qui voient quelle fonction je peux utiliser pour obtenir des nombres positifs sans pour autant changer l'ordre? C'est-à-dire je veux que des nombres positifs, mais je veux surtout pas que moins 3 se retrouve au-dessus de moins 2. Donc je ne vais pas transformer moins 3 en 3 et moins 2 en 2, sinon j'ai inversé le sens. Il y a plusieurs possibilités ici. La fonction la plus classique et la plus simple à utiliser, encore une fois, à cause de cette petite dérivation dont je ne parle pas, ou seulement ad nemo, c'est l'exponentielle. L'exponentielle, c'est cette fonction-là, c'est-à-dire que les nombres négatifs ici, ils deviennent très petits, et quand on augmente, le nombre qu'on obtient est toujours un peu plus gros. Et pareil pour les nombres positifs, cette fonction, donc c'est la définition d'une fonction croissante, c'est une fonction qui ne change pas l'ordre des nombres, hein, simplement. Donc si j'ai un nombre qui est par là, donc par exemple moins 7,8, on va obtenir un nombre tout petit. Moins 5,2, on va obtenir aussi un nombre tout petit, mais légèrement plus grand. Et sur les grands nombres, là, 9, on va obtenir des gros résultats également. Le problème, c'est qu'une probabilité, ça doit se sommer à 1. Si je fais la somme de mes possibilités, il faut que j'ai 100% de probabilité. Donc là, ça ne va pas si je fais ça trop rapidement. Donc je divise en plus par la somme du total. Vous pouvez vous réveiller si vous vous en fichiez de la partie mathématique. On va maintenant parler de choses, de rentrer encore un peu plus dans les détails de ce réseau de neurones pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour distinguer, quel est le procédé qui nous permet de reconnaître le sens profond d'un mot dans le contexte de sa phrase. Donc là, je prends l'exemple de j'ai démêlé les fils
qui ne se prononcent pas pareil, mais ChatGPT ne prend pas du parler, il prend de l'écrit. Donc j'ai démêlé les fils et Luc, tu es mon fils. La prononciation n'est pas la même, mais le mot à l'écrit est le même. Donc au début, ChatGPT voit la même chose. Donc ce qu'il doit faire maintenant, c'est utiliser le contexte pour comprendre quel est le sens de fil ou fils avec les informations qu'il a. Donc on va reprendre notre espace tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure avec les mots qui sont représentés par des points dans cet espace à deux dimensions. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'en fait, en fonction du sens de fils, de ce mot-là que je ne sais pas comment prononcer, ici j'ai fil et ici j'ai fils, je vais avoir des points différents. C'est-à-dire que au milieu, je vais avoir le point qui correspond à je ne sais pas ce que je suis. Je sais que je suis le mot fil ou fils, mais je ne sais pas lequel des deux. Et sur les autres côtés, je vais l'avoir. Donc si j'ai juste ça sans contexte, je me retrouve ici. Mais quand j'ai la phrase « j'ai démêlé les fils », ce mot-ci, au début, va se retrouver là, sans que ChatGPT sache si on parle de fil ou de fils. Mais ensuite, ce que fait ce procédé-là, qui est caché dans les réseaux de neurones, pour l'instant, je ne rentre pas dans comment est-ce qu'il fait pour faire ces calculs. Ce que fait ce réseau de neurones, c'est les chiffres, les nombres qui correspondent à fils, en fait, vont être utilisés par le réseau de neurones pour interroger les nombres qui correspondent au mot précédent. Et la question qu'ils vont poser, je schématise beaucoup ici, mais la question qu'ils vont poser, c'est est-ce que un de vous me permet d'obtenir des informations pour savoir si je suis fil ou fils? Donc, j'ai et les ici. Donc pour l'instant, ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones. Pensez vraiment en termes de mots qui interrogent les autres mots. Donc là, c'est fils qui interroge j'ai, qui interroge démêlé et qui interroge les, pour savoir si un de ces mots lui donne de l'information. Et donc par exemple, démêlé, il va lui dire oui, moi j'ai de l'information parce que démêlé, c'est un mot qui vient beaucoup plus souvent avec fil qu'avec fils. Donc on a une réponse ici qui va permettre au mot de savoir qu'en fait il est dans ce cadre-là. Tout ça, ça se fait avec les réseaux de neurones que j'ai présentés juste avant. Et quelques détails. Mais l'essentiel est vraiment dans l'idée que vous aviez des réseaux de neurones. Donc pareil, dans le cadre de Luc, tu es mon fils, on va avoir fils qui va interroger les mots précédents. Et là, c'est la fête, parce que tout le monde est capable de lui donner de l'information, parce que Luc, c'est quand même une phrase qui vient très souvent avec des liens de parenté dans les phrases du quotidien, on va dire. Si on sait qu'on parle à quelqu'un en disant fils, on a quand même de l'information aussi. On ne parle pas à un fil comme on parle à un fils. Donc on a, et pareil pour la plupart de ces autres mots. Donc en fait, là tous ces mots disent j'ai quand même l'impression que tu es probablement un fils plus qu'un fil, plus que des fils. Et donc de la même façon, on va se rapprocher de ce point-là. Alors, à ce niveau-là, on pourrait s'arrêter ou on pourrait entrer un peu plus dans les détails de comment se passe réellement ce processus d'attention. Je vais essayer de passer là-dessus. Je m'excuse si je commence à en perdre. J'espère que j'en ai pas perdu trop jusqu'ici. Là, je vous l'ai donné donc, avec des mots qui interrogent d'autres mots. On va maintenant regarder ce qui se passe au niveau des nombres qui se propagent dans les neurones. Donc il faut penser en termes de liste de nombres. À chaque fois, les mots, rappelez-vous, ils sont représentés par une liste de nombres. Donc là, le mot « j'ai », il est représenté par cette liste ici. Et il va passer par plein de parties du réseau de neurones. Donc tout ça fait partie du même réseau, mais que j'ai découpé ici. Donc, dans la première partie, et à la fin, on obtiendra une nouvelle liste de nombres qui correspondra à une question. Encore une fois, il faut toujours garder cette idée à l'esprit que des nombres représentent des concepts réels. C'est l'espace que vous avez vu plusieurs fois jusque-là. Donc vraiment, ici, on a un concept de question, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit.
il va y avoir une deuxième liste qu'on appelle la clé, on va voir quel est son rôle derrière, et une troisième liste qu'on appelle la valeur. Pareil, on va voir juste après quel est le rôle. La première chose qu'on va faire, c'est faire ça. Bon, alors on commence par faire ça pour tous les chiffres, pour tous les mots, pardon. Donc j'ai fait ça pour j'ai, je fais ça pour démêler, pour les et pour fil. Et ensuite, je vais combiner les questions et les clés. Et ça correspond au moment où j'envoie. Donc fils pose la question à j'ai. Est-ce que on est liés ensemble? Et là, c'est juste, pour les mathématiciens, c'est un produit de vecteurs, un dot product, ou produit scalaire. Et donc, on va obtenir un nombre. Encore une fois, on ne parle pas en binaire ici, donc on parle en nombre, mais il faut garder à l'esprit le fait que gros nombre, ça veut dire oui, et petit nombre ou nombre négatif, ça veut dire non. Donc, là, si j'obtiens, si je regarde j'ai et fils, ou fil, ce mot-là ne me permettait pas de répondre. C'était pas le mot j'ai qui était déterminant dans j'ai démêlé les fils. Donc, ce que je vais obtenir si je regarde ça, c'est j'ai va dire à fil, on n'est pas compatible, je ne peux pas te donner de l'information, je ne peux pas répondre à la question est-ce que tu es tu es fil ou est-ce que tu es fils. Donc on essaye. Donc ça veut dire que la valeur qui représentait fil. Donc ça c'est, oui j'ai oublié de préciser que ça c'est la liste de nombres qui représente fil, bah du coup elle ne peut pas changer grâce à ça. Là on n'a pas eu d'information, donc fil va rester dans la même position, c'est-à-dire ici. Là c'est juste avec la réponse de j'ai, j'avais pas assez d'informations. Donc ici ça n'a pas marché, on peut réessayer maintenant avec fil et démêler. Et là démêler va répondre oui, moi je peux te donner de l'information. Ils sont compatibles, et l'information que je peux te donner, elle est contenue dans cette liste de nombres valeurs. Et donc cette liste de nombres, elle représente vraiment le décalage de ce mot que j'avais tout à l'heure, fil ou fils, je ne sais pas, vers, ah bah là c'est sûr, je suis des fils. Et donc ça c'était fil ou fils, je ne sais pas, et je deviens, c'est sûr, je suis des fils. Donc c'est essentiellement ce qui se passe, encore une fois. Si on veut aller vers plus compliqué, on pourrait faire encore des niveaux, je vais m'arrêter là pour ça. Mais c'est l'élément le plus important, en tout cas c'est ce qui a permis de débloquer l'accélération des modèles de langage, en fait, cette partie-là. C'est vraiment, en 2017, il y a eu un article sur ce processus qu'on appelle l'attention, et c'est ça qui a fait accélérer, comme on le voit maintenant, les modèles de langage. Depuis, on n'a pas trouvé mieux. C'est-à-dire que tous les modèles de langage se basent sur cet article, avec des petites modifications, mais on a ce processus qui revient systématiquement dans tout ce qui ressemble à un modèle de langage un peu efficace. C'est pour ça que je vais m'attarder sur celui-là. Il y a d'autres phénomènes qui se passent dans le réseau de neurones. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais vous parler un petit peu de comment se passe l'entraînement. Si je vous ai perdu juste avant, on revient à un niveau un peu plus simple à suivre, donc c'est le moment de se réveiller. Donc, on parle d'un modèle au début. J'avais mes 100 milliards de molettes que j'avais au début dans des positions un peu aléatoires. Au début, j'ai créé mon modèle avec 100 milliards de molettes et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elles font. Donc ça veut dire que si je demande à mon modèle quelle est la taille de la tour Eiffel, il va me répondre avec une liste aléatoire de mots. C'est-à-dire qu'il va commencer par me donner un mot aléatoire, puis je lui redonne ça, le processus, vous vous rappelez, c'est quand j'ai obtenu un mot, je le rajoute à ma phrase de départ et je le fais recommencer. Donc il va me donner un premier mot aléatoire, puis un deuxième mot aléatoire, et ainsi de suite. Donc ça, en l'état, il ne sert à rien, c'est normal. Pour l'instant, le modèle n'a même pas vu de langage. Donc, comment est-ce qu'on l'entraîne concrètement? La première partie, ça va être, on lui montre beaucoup de phrases. Par beaucoup, j'entends essentiellement tout l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sociétés qui savent partout où ils peuvent trouver, donc il y a évidemment Wikipédia qui est une source de données d'assez bonne qualité, mais absolument tous les sites de news,
y compris une partie des réseaux sociaux s'ils sont peu protégés. Donc c'est possible que vos données sur les réseaux sociaux aient servi à entraîner des modèles de langage. Dans beaucoup de cas, c'est des sociétés au passage qui ne se soucient pas nécessairement du respect des droits en termes de vie privée là-dessus. Donc on récupère vraiment tout Internet. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est des phrases cohérentes. Mais on n'a pas... Internet, ça ne contient pas que des discussions entre des personnes qui se répondent les unes les autres. Donc ça veut dire que quand je lui ai donné, pour peu que l'Encyclopédia Universalis soit sur Internet, il a récupéré l'Encyclopédia Universalis, donc il va avoir des listes de définitions par exemple, il va avoir, et donc il va chercher à prolonger les motifs qu'il observe. Donc ça veut dire que si je lui demande ça, quelle est la taille de la tour Eiffel, il va peut-être me proposer d'autres questions, quelle est la taille de l'Arc de Triomphe, quelle est la longueur des Champs-Élysées, il peut continuer comme ça. Là pour l'instant, il ne me sert pas comme ChatGPT aujourd'hui est utilisé. Pour ceux qui ont utilisé GPT-2, il me semble, à sa sortie, c'était plus ce genre de choses qu'il faisait. Les premières versions de GPT, on allait lui donner un début de texte et il le complétait. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il se comporte un peu plus comme ce qu'on connaît? Eh ben, on lui donne beaucoup de données qui ressemblent à des questions-réponses, pour le coup. Et c'est beaucoup plus dur à obtenir, parce que Internet, c'est assez facile de faire un algorithme qui va récupérer sur tous les sites. À chaque fois qu'il trouve un lien vers un nouveau site, il saute dessus. Ça, c'est facile de récupérer toutes les informations d'Internet. Dans une certaine mesure, ça demande un peu de travail, mais c'est faisable. Là, ici, on a un challenge supplémentaire qui est, il nous faut des données où on a des questions-réponses. Vous avez peut-être envie de me dire, on n'a qu'à écrire des données questions-réponses, et c'est un peu ce qu'on fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle, pour cette partie-là, de dizaines ou centaines de téraoctets de données. Vous, ce que vous avez écrit dans votre vie, ça ne représente pas un gigaoctet, juste le texte que vous avez écrit. On est sur des centaines, milliers, millions d'ordres de magnitude supérieurs à la quantité de texte que vous êtes capable de lire ou d'écrire dans une vie. Donc c'est pour ça que cette partie-là, on est complètement incapable de la faire autrement qu'en récupérant Internet dans son intégralité aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs Internet qui a permis l'existence de modèles de langage. Parmi d'autres choses. Et donc ici, c'est des données un peu plus raffinées qu'on va donner au modèle, avec des questions-réponses qu'on aura soit générées en utilisant des modèles qui existent déjà, si c'est déjà fait, soit si on est en train de faire le premier ChatGPT, le premier modèle de langage, et manuellement ou avec des algorithmes qui vont générer automatiquement des questions-réponses cohérentes, on lui donne beaucoup de données encore à manger. Et il faut bien penser, quand je parle de donner plein de textes comme ça au modèle, chaque texte correspond à des points. Chaque texte nous donne des points sur le schéma que j'avais tout à l'heure. Donc après, faire correspondre la courbe à ces points, c'est exactement ce qu'on fait quand une fois qu'on a les données. Donc là, j'ai fait une première fois mes ajustements de molettes ici. Là, j'ai refait mes ajustements de molettes. Et donc, ce que je constate à la fin, maintenant, c'est que sur Internet, les gens ne se comportent pas toujours très bien. Et donc, le modèle, peut-être qu'il va me répondre, mais pas de manière tout à fait acceptable. Et donc, la dernière étape, et je schématise un peu avec ces trois grandes étapes, mais la dernière étape, ça va être l'étape d'alignement. Et c'est ce qui permet d'éviter des scandales comme... pareil, la première version de ChatGPT qui, au bout de quelques jours, on trouvait plein de captures d'écran de ChatGPT qui défendait Hitler, qui citait Mein Kampf, ce genre de choses, parce que, malheureusement, sur Internet, tout le monde n'est pas gentil, et donc il avait vu des données qui étaient inacceptables en sortie d'un modèle comme ça. Et donc, l'alignement va consister à faire une étape qui ressemble à l'instruction, mais avec des données encore plus raffinées, mais qui sont du coup encore plus dures à générer, donc on en a encore moins. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à faire dans cet ordre-là, c'est-à-dire que si j'essayais de l'aligner
et qu'ensuite je noyais mon modèle dans toutes les données de Wikipédia, eh ben, il oublierait complètement ce qui se passait ici. Donc cet ordre est assez important. Et donc ce qu'on espère en sortie de cette phase-là, c'est d'obtenir un modèle qui est, en plus de répondre aux questions et d'y répondre de manière vaguement cohérente, à peu près, qui répondent en plus de manière un peu polie, et il y a d'autres choses qui se cachent dans l'alignement. On ne veut pas qu'il invente des réponses, et c'est aussi là que ça va se cacher, ce genre de choses. J'ai bientôt fini, et ça arrive avec la dernière slide qui est un peu ce qui vous intéresse. Je ne vais pas du tout chercher à être exhaustif dans cette slide. Le but, c'est de vous montrer comment, à partir de ce qu'on a vu aujourd'hui, là, vous pouvez déterminer si votre problème peut être résolu ou non de manière efficace par ChatGPT ou un autre modèle de langage. Donc, si je veux restituer des informations de Wikipédia, ça veut dire que y a un article sur Wikipédia qui est trop long pour que je le lise, je suis devenu flemmard parce que j'utilise trop souvent ChatGPT, est-ce qu'il est capable de faire ça? Alors, je vous ai dit qu'il a été entraîné, notamment, il a été entraîné sur tout Internet, et Wikipédia, c'est je le cite beaucoup parce que c'est une des sources considérées comme les plus qualitatives d'Internet de ce côté-là aujourd'hui. Et donc, oui, le modèle, c'est des données qu'il aura vues beaucoup pendant son entraînement, donc il est capable de les restituer. Évidemment, il a vu aussi d'autres données. Donc ça veut dire que à chaque fois, on en parlait tout à l'heure, il fait un choix aléatoire de son mot suivant. Ça veut dire que s'il a vu des données qui disent une chose sur Wikipédia et des données qui disent le contraire sur un site un peu louche, parce qu'on n'est pas capable de distinguer entre les sites, on parle vraiment de quantité de données qu'il est impensable d'analyser de manière un peu fine. On peut faire des analyses très basiques, mais on est incapable de traiter des centaines de téraoctets de données de manière fine. Donc on a des bonnes informations et des mauvaises informations, mais Wikipédia est quand même occupe une part importante des informations auxquelles a eu accès le modèle, donc en général ça il va savoir le faire. Est-ce que le modèle peut mentir? Bon, vous avez peut-être déjà expérimenté pour certains avec ça, ça arrive assez facilement. Que des modèles comme ChatGPT mentent. Je parle de mentir dans un sens relativement large. On a des mensonges qui sont plus de l'ordre de l'erreur, où il va inventer une réponse plutôt que vous dire qu'il ne sait pas, par exemple. Et on a de manière plus récente des études un peu plus inquiétantes sur des modèles qui vont se comporter différemment, par exemple, pendant leur entraînement, s'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être entraînés, et qui vont se comporter par exemple de manière plus gentille, entre guillemets, s'ils se rendent compte qu'ils sont évalués, c'est-à-dire que la conversation n'a pas l'air assez naturelle et qu'elle ressemble à une conversation que ferait un évaluateur de modèle, et ben peut-être que dans ce cas-là, il va se comporter beaucoup plus correctement que dans un contexte normal. C'est encore une fois lié aux données qu'il aura vues. Donc il est capable de mentir sans problème. Est-ce qu'un modèle peut épeler un mot? Et là, donc vous le savez peut-être pour avoir déjà essayé, mais si on repense à ce qu'on a vu tout à l'heure, première chose que fait le modèle, c'est de découper une phrase en petits bouts, mais découpée par mot. Ce que ça veut dire, et une fois qu'il a découpé par mot, les mots il les traduit par des lettres, par des nombres. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à aucun moment il n'est à l'échelle des lettres. Il passe du mot, je prends le mot bateau, il passe du mot bateau à un nombre, une liste de nombres qui représente le concept de bateau. À aucun moment il n'a vu le B, le A, le T, et ainsi de suite. Donc il est a priori structurellement incapable de comprendre ce qu'il y a dans le mot bateau. Il voit le concept, il est incapable de l'écrire. C'est penser comme quelqu'un qui n'a toujours parlé, qui n'a jamais écrit. On connaît le concept de bateau, on sait le représenter, on va penser là à la parole bateau comme cet ensemble de nombres, mais la partie écrite n'a jamais été faite. Donc, épeler un mot, ils en sont a priori incapables. Alors, dans certains cas, on peut imaginer qu'il est vu dans ces données d'entraînement, bateau s'écrit B, espace A, espace, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, il aura quand même un peu de données, parce que quand si ça a été écrit comme ça, il aura découpé ça en B,
le mot, qui fera un seul bout de mot, ensuite A, et ainsi de suite. Donc, il peut arriver qu'il en soit capable. Souvent, il a une vague idée parce qu'il a peut-être vu des mots similaires dans son entraînement, mais très souvent, il va se tromper pour peu qu'on lui demande des choses un peu complexes. Est-ce que ChatGPT peut servir de calculatrice? Si on reprend ce qu'on a vu, on a au début un ensemble de mots, on traduit ça par des nombres, mais le nombre, il n'y a aucune raison que, par exemple, si je lui dis combien font 92 fois 69, il n'y a aucune raison qu'il me décide de représenter 92 par un nombre qui ressemble à 92 dans le réseau de neurones. Il n'y a aucune raison qu'il fasse des choses un peu intelligentes de cette façon-là, ce n'est simplement pas la structure qu'on lui a donnée. Donc, il va faire un certain nombre de calculs, et ce qui va ressortir à la fin, c'est quelque chose qui ressemble à un bon résultat. Parce qu'il est très peu probable qu'il ait vu exactement ce calcul-là dans ses données d'entraînement. Par contre, il aura peut-être vu des calculs avec des nombres qui ressemblent, et donc il va donner quelque chose qui ressemble au résultat de ces calculs-là. Donc très souvent, on aura des... Donc c'est pour ça qu'il faut s'en méfier beaucoup là-dessus. Très souvent, on aura des résultats qui ressembleront à des résultats corrects, mais qui ne le seront pas. J'ai mis un petit mais ici, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des modèles qui simplement savent distinguer ce qu'ils savent faire ou non, et demander de l'aide. Aujourd'hui, ChatGPT en fait demande de l'aide. Donc si vous posez la question à ChatGPT, il va probablement vous trouver la bonne réponse, parce qu'il va, lui, faire appel à une calculatrice. Mais ChatGPT, du coup, n'est pas une calculatrice. Il fait appel à une calculatrice. Résumer un document, ça c'est un des usages les plus classiques et ça marche plutôt. Aucune garantie vis-à-vis de ça, et d'ailleurs même les versions les plus récentes, on constate que ChatGPT continue à inventer des choses assez régulièrement. Donc il y a ce mais qui signifie on a des pistes d'amélioration, mais on est quand même encore loin de pouvoir faire confiance à la réponse d'un modèle comme ChatGPT à 100%. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Une dernière, trouver une information dans un texte, c'est un peu du même style que le résumé, sauf que là on va aller demander, repenser aux flèches vertes de l'attention. On a le mot de toute fin qui va aller poser des questions à tous les mots du texte pour voir s'il peut obtenir l'information qui correspond. Donc c'est très bien adapté justement ce processus d'attention, ces flèches vertes, c'est très bien fait pour récupérer de l'information. Cela dit, on a aujourd'hui des choses beaucoup moins coûteuses parce qu'en fait, on est en train de faire énormément de calculs. Il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est quand même un énorme réseau de neurones, alors qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est juste la petite flèche verte qu'il y a entre le point d'interrogation à la fin essentiellement, ou entre la question finale et l'élément qui nous intéressait dans le texte de départ. Donc, je mets ce mais parce que on a des outils bien plus adaptés qui reposent aussi sur des réseaux de neurones, mais beaucoup plus petits, beaucoup plus spécialisés, qui nous permettent de répondre à ce genre de problème. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déjà dépassé un peu le temps, je vous remercie. Si jamais il y a des questions, je vous ai mis des pistes si jamais il y a des envies de discuter sur les sujets qui sont là. J'ai aussi mis quelques pistes en bas de l'écran pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin, avec peut-être des visualisations aussi, ou faire des tests liés à des modèles de langage, parce que c'est tout à fait possible, si vous avez une carte graphique sur un gros ordinateur chez vous, de faire des tests de modèles de langage à la maison. Et je vous remercie, je vous laisse poser des questions s'il y en a là-dessus. Merci beaucoup pour cet exposé, c'était vraiment ultra intéressant. Et puis on va passer aux questions, j'imagine qu'il y en avoir. Enfin moi j'en ai une. Du coup, votre travail c'est d'entraîner les modèles, et dans quel secteur d'entraînement, on va dire? Alors, c'est une des branches de mon travail, mais ce que je fais principalement... Alors, je vais revenir à la
partie sur les entraînements. Moi, je suis sur la troisième partie, principalement dans le cadre de ce projet qui s'appelle OpenLLM France. Vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui suivent les actus liées à l'IA, en janvier dernier, du modèle Lucie, qui avait subi un backlash dans les médias parce que le modèle, je prenais l'exemple de ChatGPT tout à l'heure, mais le modèle se comportait très mal au moment où il a été relâché au public. Et la raison principale, c'est qu'en fait, pour des raisons de timeline du projet, il a été relâché à ce moment-là, avant l'alignement. Donc ce que je disais tout à l'heure sur ChatGPT, c'est là on n'avait simplement pas appris au modèle à ne pas être nazi, et, par exemple. Et il se trouve qu'il y a des nazis sur Internet et que du coup c'est des données qu'on ne sait pas traiter pour les sortir parce que, encore une fois, c'est principalement une question de quantité de travail nécessaire. On parle de quantité de données inimaginables. On n'est pas capable de faire le tri en amont. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on raffine au fur et à mesure. Au début, on lui donne des données assez brutes. Et ensuite, on lui apprend au modèle à se comporter de manière appropriée en lui donnant des données plus raffinées. Mais il se trouve qu'à cette étape-là, on n'avait pas encore commencé la partie alignement. Donc on a commencé à travailler dessus avec Opsi depuis. Donc c'est principalement ça que je fais dans le cadre du développement de ce modèle. Je travaille aussi sur d'autres sujets qui sont plutôt côté évaluation de modèles, c'est-à-dire simplement une entreprise par exemple qui a fait son chatbot vient nous voir pour nous demander de le tester, voir si on trouve des failles, si justement il ne se comporte pas correctement dans certaines situations. Donc c'est de la partie plus justement, enfin c'est l'autre côté de l'alignement qui est s'assurer que l'alignement a fonctionné finalement. Et la troisième partie de mon travail, c'est utiliser des modèles de langage, mais aussi d'autres outils de calcul linguistique, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de traiter des textes de langage. Donc on utilisait tous ces outils-là pour faire de l'analyse liée à la désinformation en ligne. Donc ça va être repérer des réseaux de désinformation, par exemple, sur des réseaux sociaux notamment. Ok, merci. Des questions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Je me sens un peu moins bête, mais je pense que c'est une impression. En fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est pendant la phase d'apprentissage, d'entraînement et d'instruction essentiellement, est-ce qu'on cherche à donner des notes de fiabilité aux sources qu'on utilise, ou est-ce qu'on les prend finalement en boîte de fonderie? Et puis après, j'ai une deuxième question. Oui. Alors je vais commencer avec celle-là, oui. La réponse courte serait non. C'est-à-dire que dans la phase de pré-entraînement, là, on a vraiment la seule chose qu'on peut... Enfin, alors je résume beaucoup, on est capable de faire des petits traitements, mais essentiellement, tout ce qu'on est capable de faire, c'est inclure ou ne pas inclure un texte. On ne peut pas lui dire inclure le plus ou inclure le moins, mais par contre, on est quand même capable de traiter un minimum de choses, de retirer mais ça va être des tests très basiques, ça va être recherché par mots-clés, ça va être des mots-clés associés au terrorisme, à la pornographie, que sais-je, on va pouvoir essayer de retirer ce genre de choses. Et on peut aussi retirer tout ce qui fait doublon, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le même texte soit retrouvé plein de fois, dans une certaine mesure encore, parce que retrouver des doublons dans des quantités de données énormes, c'est pas si évident que ça. On arrive à le faire dans une certaine mesure pour des motifs relativement courts, si je dis pas de bêtises là de ce côté-là. Alors c'est pas mon domaine de spécialité, hein, mais on est quand même assez limité dans le processing qu'on peut faire là. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est extraire des données plus raffinées en utilisant des méthodes d'extraction un peu plus fines que j'attrape tout le web. Et dans ce cas-là, si on a un peu moins de données, on est capable de faire des procès. À chaque fois qu'on diminue la quantité de données, on est capable d'augmenter notre capacité d'analyse sur ces données pour en extraire la partie la plus intéressante, la partie la plus pertinente.
Et en fait, la conséquence de ça, ça va être simplement que plutôt que de donner ces données à cet endroit-là, on va les donner plus tard pour qu'elles aient un plus gros impact sur le modèle. Merci. Et donc la deuxième question, c'est que ces potentiomètres qu'on ajuste, ces boutons qu'on tourne, qui ne sont pas 0 ou 1, mais des valeurs intermédiaires, ça m'a fait penser aux amplitudes de probabilité en mécanique quantique, et du coup je me suis demandé s'il y avait aujourd'hui des voies de recherche sur une utilisation des ordinateurs quantiques pour faire des réseaux de neurones beaucoup plus efficacement. Alors, la réponse courte va être, et je vais sans doute me faire corriger à la première ligne, il me semble que les ordinateurs quantiques avec le plus de qubits qu'on arrive à faire, donc de bits quantiques qu'on arrive à faire aujourd'hui, on est encore sur du 2, peut-être 3 chiffres. Est-ce que je dis des bêtises? C'est ça, hein, donc on parle de dizaines, peut-être centaines de bits quantiques. Aujourd'hui, pourquoi on est à l'ordre du milliard de neurones? On constate vraiment que au bout d'un moment, on n'arrive pas à faire grand-chose en dessous. Et d'ailleurs, au passage, le cerveau humain, c'est le même ordre de grandeur. On a système nerveux humain, 85 environ milliards de neurones chez l'humain. Donc, je suis assez peu familier avec l'algorithmique quantique, donc j'ai du mal à dire si oui ou non c'est envisageable si on commence à avoir des ordinateurs avec énormément de qubits, mais de toute façon aujourd'hui on est incapable de stabiliser plus que ça, et donc on est vraiment sur des ordres de grandeur des millions de fois trop faibles aujourd'hui en tout cas. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Ça m'a pas rendu plus intelligente, mais un peu moins bête peut-être. En tout cas, la question, donc là vous nous avez parlé de ChatGPT, il y a différents modèles de langage qui existent. La question c'est quelles sont les différences entre ces différents modèles, et en allant même plus loin, puisque tout le monde prend tout le web, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de plusieurs? Alors, plusieurs réponses à ça. On va en profiter pour parler de modèles open source, pour faire un peu ma pub aussi, mais une des grosses différences, c'est... alors, ce dont je n'ai pas parlé déjà, c'est que les méthodes d'entraînement, il y en a énormément. Il y a un article sur une nouvelle méthode d'entraînement qui sort tous les mois à minima, au moins je parle d'articles importants, il y a des choses beaucoup plus niches qui peuvent sortir de manière plus régulière. Donc chaque nouveau modèle est entraîné avec des méthodes différentes et on constate des résultats différents qui ont quand même une tendance à l'amélioration. Et si on regarde ChatGPT il y a ne serait-ce qu'un an versus ChatGPT aujourd'hui, on voit des énormes différences, et c'est ce qu'on observe sur toutes les boîtes. Et en fonction, en tant que personne qui utilise aussi les modèles comme outil et pas seulement comme sujet d'étude, en fonction des modèles qu'on va choisir, pour certaines tâches, un modèle comme Mistral, donc le modèle français, va être peut-être beaucoup plus performant. Parfois ça va être un modèle chinois, Qwen ou DeepSeek, qui va être plus performant sur une autre tâche, simplement parce que on ne se l'explique pas de manière très précise, mais le fait qu'il y ait tant de possibilités dans la structure globale du modèle, dans l'entraînement qu'on choisit, parce que là je vous ai donné une idée de la brique de base qui est l'attention et de la forme globale qui est le réseau de neurones, mais on peut agencer ces choses-là d'une infinité de manières différentes. Donc on obtient des réseaux de tailles différentes, de structures différentes, et donc qui ont des capacités différentes, et parfois de manière très significative. En particulier, ça veut dire que dans certains cas, pour certaines tâches, on peut avoir un modèle tout à fait minuscule qui est très adapté, alors qu'ailleurs, il va nous falloir quelque chose d'un peu plus robuste. Et donc, dans ce cas-là, le calcul, quand on fait tourner le modèle, coûte cher. Mais en plus de ça, d'un point de vue climatique, c'est très encourageable de limiter ce calcul-là dès qu'on peut.
donc c'est assez intéressant d'avoir des modèles de ce côté-là qui se réduisent en taille. C'est une des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Pour répondre sur la question de la quantité, malheureusement, la quantité de modèles, c'est aussi en grande partie dû juste au fonctionnement, notamment Silicon Valley, mais même à l'échelle des pays où tout le monde veut avoir son modèle, parce que en particulier les deux géants, on parle de la Chine et des États-Unis, ne veulent pas du tout propager les mêmes narratifs. Et donc là, je commence à parler un peu opinion. Je mets quand même un warning ici, mais dès qu'on a, en particulier dans le cas de la Chine, on est quand même sur des sociétés qui sont soutenues assez fortement par le gouvernement. C'est les tests qu'on va faire si vous essayez de parler de Tiananmen Square à Qwen ou à DeepSeek, vous n'allez pas obtenir de réponse, par exemple. C'est ce genre de choses. Il y a cette importance-là, d'une part, qui est politique à très grande échelle, et à plus petite échelle, par exemple, sur notre projet, c'est très intéressant de proposer des modèles ouverts parce que ça donne des garanties sur ce qu'on a fait. L'open source sur des modèles de langage, c'est plus que de l'open source pour un algorithme, parce qu'un algorithme simple où j'ai des règles et où l'algorithme peut se lire, une fois que j'ai donné l'algorithme en open source, c'est-à-dire juste publier le code, les utilisateurs peuvent en faire ce qu'ils veulent, peuvent le vérifier. Un modèle de langage, si je donne juste mon modèle, c'est-à-dire ma boîte, avec les mots-lettres qui sont dans la bonne position que j'ai trouvée à la fin. Si j'explique pas en plus comment je l'ai entraîné, c'est pas du tout la même chose, parce que effectivement, l'utilisateur peut récupérer la boîte avec les mots-lettres comme il faut, il peut l'utiliser, mais on n'a aucune idée de quelles données il a vues. Et donc ça nous empêche de savoir, par exemple, dans quelle situation il pourrait commencer à dire n'importe quoi, parce que si on ne peut pas aller contrôler les données derrière pour dire « Ah bah là, alors qu'on était sur la fin de l'entraînement, il a clairement vu beaucoup de données inacceptables », donc je prends beaucoup l'exemple de Nazi, mais voilà, par exemple, tout un contenu inacceptable à cet endroit-là. C'est quelque chose qu'on peut remonter dans le cas des modèles open source et pas des autres. Donc c'est un gros intérêt de ce côté-là, être capable de globalement retracer le chemin et donc d'avoir un peu plus de contrôle. Et sinon, il y a souvent un ou deux gros champions par pays maximum sur les pays qui en font, et c'est aussi traduit par cette première partie de ma réponse qui était globalement on veut encourager les gouvernements individuels n'ont pas les mêmes intérêts vis-à-vis d'outils qui sont utilisés finalement pour se forger des opinions par énormément de gens. Donc on vit dans un monde où l'information est de plus en plus déléguée à des algorithmes, et donc c'est un pouvoir exceptionnel d'être capable de diriger la façon dont les personnes se renseignent. Et aujourd'hui, ChatGPT, comme tous les autres gros modèles, sont des moyens de se renseigner. Donc il y a un aspect politique aussi là-dedans. Malheureusement, il y a peu de versions non biaisées. Bonsoir. Alors moi, j'aurais une question toute simple. J'aurais un courrier à rédiger. Est-ce que Jacques GPT peut m'aider à rédiger le courrier? Oui, alors ça, tout à fait. Il y a beaucoup. C'est un des usages. C'est un des usages classiques. Il a vu beaucoup d'exemples, et en lui donnant. Encore une fois, il faut, en essayant, en expérimentant, vous rendrez compte que si vous lui donnez plus de contexte, plus d'informations, il fera peut-être un meilleur travail, ce genre de choses, mais il peut tout à fait aider sur ce genre de tâches. Donc pareil sur un problème mathématique, mettons sur la résistance des métaux, en donnant des informations, il peut m'aider aussi à trouver la réponse, le calcul. Alors, les versions les plus récentes vont en être capables parce qu'ils vont faire des erreurs parfois. C'est-à-dire que sur les raisonnements, on peut avoir des cas dans lesquels les modèles vont inventer des règles qui ressemblent à des règles physiques, par exemple. Ça arrive encore, même récemment, ce genre de choses. Donc, la règle là-dessus, c'est dès qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier en le voyant, il faut aller confirmer l'information globalement. C'est si ChatGPT vous dit en utilisant telle loi et que la loi physique vous dit rien, il faut vérifier ça.
Donc on peut l'encourager, on peut lui demander de citer tout ce qu'il dit, même avec, de citer des sources pour tout ce qu'il raconte, je veux dire. Même avec ça, ça arrive encore. Et c'est tout le problème d'un modèle qui est à la racine probabiliste, hein, c'est ce qu'on voyait, le mot suivant est choisi de manière probabiliste. Et bah, du coup, il arrivera qu'il fasse des erreurs parce qu'il arrivera qu'on ait la mauvaise réponse. Et on ne peut pas, tant qu'on reste sur cette architecture-là, vraiment garantir qu'il soit complètement, qu'on puisse lui faire confiance à 100%. Merci. Oui, dans les 3 phases, c'est écrit à chaque fois apprendre au modèle A, faire quelque chose, mais qui apprend? Comment on apprend? Alors c'est vraiment le rôle du développeur du modèle, c'est dans le cadre d'OpenLLM avec le modèle Lucie, c'est nous qui sommes devant notre ordinateur et on va constater à la fin de la première étape, il est incapable de répondre à des questions et donc c'est nous qui lui montrons. Et donc par montrer, j'entends toujours, on lui donne plein de données, on regarde comment il répond, on tourne un peu les molettes et on réitère. Mais c'est vraiment le développeur qui interagit avec le modèle en lui fournissant ces données-là. Ça répond bien à la question. Mais, parce que des fois on entend parler, par exemple Gemini, ils utilisent une armée de personnes qui sont sous-payées des fois pour régler leur modèle. Oui. Alors ça c'est un problème que j'ai pas mentionné, c'est globalement, et c'est pas propre d'ailleurs à Gemini, c'est que à partir du moment où on récupère, de toute façon, même, ne serait-ce qu'à la base, le fait de récupérer l'essentiel du web pour entraîner des modèles, forcément qu'on va récupérer des informations qui sont protégées par des droits d'auteur par exemple, par des choses comme ça. Alors en plus de ça, il y a des sociétés, là, il y a sans doute des sociétés, je connais pas suffisamment pour Gemini, donc je vais pas